Ils sont en place, nos chers invités. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et Credo Tété, il est également le directeur de publication de Le Médium. Avec eux, nous allons parler de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma refuse d'aller en prison. Nous allons également parler du Mali. La France reprend sa coopération avec les FAMA, les forces armées maliennes. Tchad, Mohamed Déby Itno, Idriss Déby Itno, en visite d'amitié et de travail en France. Et puis Togo, les premières conclusions de la CNAP attendues sous peu. Chers amis, merci beaucoup. Credo Tété, bonsoir. Bonsoir Michel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Eric Johnson, grand bonsoir, frère. Bonsoir Michel, bonsoir Credo, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. C'est toujours avec le même plaisir qu'on est là. C'est également un plaisir de vous avoir. Merci. On va commencer par l'Afrique du Sud, à l'expiration du délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a annoncé dimanche soir qu'il ne se constituera pas prisonnier malgré une condamnation à de la prison ferme par la plus haute cour du pays. Après sa condamnation, donc mardi, à 15 mois pour outrage par la Cour constitutionnelle, après avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. La décision semblait sans appel. Zuma, 79 ans, irait derrière les barreaux. Eric Johnson, l'ancien président sud-africain, refuse tout simplement d'aller en prison. Je n'ai pas compris. Vous avez peut-être compris. Non, vous savez, pour analyser cette situation, je crois qu'il faut prendre Jacob Zuma comme il est, ancien président de la République, un chef d'une communauté, la communauté Zoulou, et regarder de l'autre côté la République. Étant ancien président de la République, la première question qui m'est venue en tête quand j'ai appris que Zuma refusait de se présenter devant les juridictions de son pays, je me suis demandé, mais quand il était président, est-ce que la justice ne fonctionnait pas? Est-ce que des gens, des personnalités n'allaient pas devant les juridictions pour répondre des actes qu'ils auraient posés? Je dis, aujourd'hui, Jacob Zuma se voit, il est accusé de beaucoup de choses. 18 chefs d'accusation dans un dossier de corruption, des tas de choses. Tellement de dossiers. Maintenant, il se dit, je suis innocent. Quand on est innocent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut apporter des preuves de son innocence. Quand, dans l'affaire de 130 000 euros, affaire de corruption avec Thales, mais Thales, le groupe Thales a dit, nous faisons confiance à notre délégation en Afrique du Sud. Ça veut dire que Jacob Zuma a déjà un soutien de poids. Parce que, en réalité, quand on parle de corruption, c'est qu'il y a déjà un corrompu et un corrupteur. Donc, dans cette phase, je pense que Jacob Zuma ne devrait pas, en aucun cas, refuser d'aller devant les juridictions. Aujourd'hui, condamné pour outrage à la justice, je pense que s'il continue à le faire, certainement qu'il a derrière lui encore une force. Et quand je ne sais pas si vous l'avez suivi hier, avec ses partisans. Et il est allé même, il a défié même la police. La police, oui. Il faut comprendre que ce monsieur, très franchement, après avoir quitté le pouvoir, se croit tout permis. En étant dans un pays démocratique, si on veut parler ainsi, après plusieurs années d'apartheid, où c'était la force qui guidait le pays, aujourd'hui, avec tout ce que Mandela a fait
pour que ce pays-là soit apaisé, pour que ce pays-là amorce le chemin son de la développement. ouais. Je pense que cette situation-là n'est pas du tout normale. Ce n'est pas un ancien président, surtout sorti d'un parti politique de Nelson Mandela, qui va se comporter de la sorte. Ouais. Personnellement, mon analyse, c'est que Zuma est en train de créer une situation, c'est une jurisprudence qu'il est en train de créer. Et là, si on ne fait pas attention, ça peut conduire à des affrontements encore. Est-ce que c'est ce qu'on veut encore pour ce pays qui est sorti de l'apartheid il n'y a pas très longtemps? Credo Tité, Eric a parlé d'affrontement, c'est possible, hein, parce qu'il a défié même la police, je le disais. L'autre fois, il disait, si la police arrive, je me demande comment elle va pouvoir plutôt arriver vers moi ou bien m'avoir, parce que quand je vois toute cette foule, comment cette police peut vous percer et venir vers moi? Non, je crois que M. Jacob Zuma vit dans une illusion. Il vit dans une illusion et puis ses comportements le trahissent. Parce que en tant qu'ancien chef d'État, défier la justice, ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous savez, la Cour constitutionnelle sud-africaine n'est pas arrivée à prendre cette condamnation à 15 mois juste parce qu'il faudrait lui créer des ennuis, mais c'est parce qu'il a refusé de comparaître devant les juges de la Cour constitutionnelle. Donc, en plus de la défiance, on peut parler même d'outrage à magistrat parce qu'il n'a pas respecté l'institution qu'est la Cour constitutionnelle sud-africaine et c'est lui-même, malheureusement, qui a mis en place... Qui a nommé les membres de cette Cour. Donc, il pensait que les avoir nommés, donc il ne pouvait pas aller jusqu'à un niveau dans le traitement de son dossier. Donc, c'est là où il s'est un peu trompé et je crois... M. Johnson parlait d'une jurisprudence, mais c'est une jurisprudence qui est vraiment négative parce que ça ne donne pas une bonne image de son pays et surtout d'un leader politique de se croire un ancien chef d'État. Donc il devrait normalement se présenter devant les juges de la Cour constitutionnelle et essayer de se défendre, de donner les éléments qu'il a à son niveau. Donc je crois qu'il est dans une mauvaise posture. C'est vrai, dimanche, ces militants se sont rassemblés devant son portail pour constituer un bouclier humain, mais moi je ne pense pas que cela puisse fonctionner. Est-ce qu'ils vont rester là éternellement? Non, même si on ne parle pas d'éternité, mais si la force publique voudrait aujourd'hui prendre M. Jacob Zuma, donc ça sera facile parce qu'il y aura de la résistance juste pour quelques minutes. Mais la force publique, l'usage de la force publique aussi va les disperser et puis M. Zuma va être pris et cela va constituer en plus une situation aggravante pour lui. Parce que non seulement il a défié la justice, mais il a également sacrifié, exposé ces militants qui ont, disons, défié également la force publique. Donc il n'est pas dans une très bonne posture. L'idéal, c'est de faire profil bas. Mais ce qui peut également le disculper un peu ou bien lui donner un temps de réflexion, c'est qu'il y a une procédure qui est en cours et qui voudrait que demain mardi, au moins que les juges se prononcent sur sa condamnation. Donc c'est là où il faut privilégier la diplomatie de couloir, prendre langue avec l'actuel chef de l'État pour lui éviter cette humiliation et comme quoi il peut même, s'il a vraiment, disons, cette dose d'humilité, présenter les excuses publiques au juge pour cet outrage et je crois qu'une décision serait prise pour sauvegarder au moins l'image d'ancien chef d'État qu'il est. Maintenant, ce qui ne va pas plaider en sa faveur, c'est quoi? C'est qu'il est chef de parti. Donc, chef de parti, si on le laisse défier la justice, et on lui trouve des circonstances atténuantes, quel exemple on donne? Est-ce que ça ne sera pas l'établissement d'une jurisprudence? Parce que tout le monde va vouloir faire comme lui. Qu'est-ce que la justice sud-africaine peut faire dans cette posture? C'est d'aller au bout
le prendre, l'incarcérer, et après trouver une porte de sortie Une pour formule une remise, de relâche. une formule de remise en liberté conditionnelle pour essayer de lui permettre de rester dans sa chambre et répondre convenablement aux convocations de la justice. Eric, Non il seulement utilise... ça. Oui. Non seulement ça. Jacob Zuma est en train de dire clairement, de montrer clairement qu'il est coupable dans toutes les accusations qui sont portées contre lui. Parce que quand vous refusez d'aller devant la justice pour répondre, parce que là, c'était pas encore le jugement, c'était juste pour répondre de certains chefs d'accusation. On ne va pas forcément en justice pour être condamné. Condamné. Oui. Et donc, je crois que là, il est en train de montrer clairement que dans certains dossiers, il n'a pas d'éléments de défense en tant que tel. J'allais vous poser cette question. Il utilise la ruse juridique. Il a le soutien, on en parlait tout à l'heure, un soutien populaire. Il se base sur cela. Et la Cour a accepté finalement samedi, c'est la dernière information, il demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée sur le 12 juillet. Le 12 juillet, oui. Non, il utilise quelle ruse? Tu parlais de ruse juridique. Non, la ruse juridique, c'est de repousser, éviter aeternam un procès. Mais là, il n'est pas dans ce cas. Et Zuma, tout ce qu'il est en train de faire, c'est il veut utiliser la force, tout simplement. Moi, c'est de cette manière je vois la chose. Malheureusement pour lui, il ne peut pas défier ce pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dirigée par un membre important de son parti. Vous avez vu ce qui s'était passé avec même le secrétaire général AC, qui aussi était visé par une affaire de corruption, mais il refusait de quitter le poste de secrétaire du parti. Mais et Cyril Ramaphosa et sa clique lui ont clairement demandé de quitter le poste parce que c'est la ligne de conduite du parti. Lorsque vous êtes cité dans une affaire, vous répondez et si vous êtes condamné, là, vous quittez votre poste. Au cas où vous êtes relâché, alors vous continuez votre travail. Donc, aujourd'hui, la ruse qu'il utilise, c'est juste la force. Il n'a pas de ruse. Et il n'a pas de simplement. ruse. Credo, vous avez parlé également de cette possibilité de prendre langue avec l'actuel président Cyril Ramaphosa pour un peu, si on peut le dire, calmer la situation. Oui, bien que cela soit trop tard, mais je crois qu'en diplomatie, il y a toujours des portes qui ne sont pas définitivement fermées, parce qu'il aurait bien fait de faire la diplomatie de couloir, de chercher à négocier, disons, pour qu'il n'y ait pas cette humiliation, et quitte à même présenter, je le disais tantôt, les excuses plutôt aux membres de la Cour constitutionnelle pour les défiances antérieures. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aller même jusqu'à sa condamnation. Parce qu'il est déjà condamné. Donc, quelle ruse juridique il peut encore exploiter. Donc, il n'a plus assez de marge de manœuvre. C'est soit montrer, disons, sa disponibilité à collaborer avec la justice en se rendant à la police en vue d'une incarcération. Et derrière cette incarcération, qui est des prises de langue, et avec les autorités judiciaires, et avec, disons, l'actuel président, pour essayer de mettre en avant son statut d'ancien président, pour lui obtenir, c'est ce que je disais tantôt, une liberté conditionnelle. Donc c'est comme ça qu'il peut se sortir d'affaire. Maintenant, pour quelqu'un qui a eu à diriger l'Afrique du Sud, qui a de ces comportements, donc c'est un mauvais exemple qu'il donne même à cette jeunesse sud-africaine. Et là, il est en train de faire germer une mauvaise graine dans la politique sud-africaine. Et là, je ne pense pas que, même si l'actuel président soit
de son obédience politique, qui va se laisser fragiliser par son ancien mentor, qui aujourd'hui est dans une posture, vous allez m'excuser, mais qui frise la voyoucratie politique. Je dis la voyoucratie politique. Donc je ne dis pas qu'il est voyou, mais c'est la voyoucratie politique parce qu'il ne faudrait pas que M. Jacob Zuma nous dise qu'il a, disons, une popularité au niveau de ses militants, qu'il va les utiliser comme un bouclier. Donc, on a vu par exemple au Brésil, Lula a été condamné, il est très populaire, on ne peut plus populaire d'ailleurs au Brésil, et finalement Lula est allé en prison. Lula est allé en prison, mais dans d'autres pays africains aussi, on a vu la popularité des gens sur le plan politique. Mais quand on veut faire usage de la force publique, donc la force publique s'apprime. Donc je dis, les gens peuvent se rassembler par dizaines de milliers devant son domicile, mais si la force publique veut le prendre, on va le prendre et rien ne va se passer. Et malheureusement pour lui, parce que ce qui va se passer, on va le prendre. Ça, c'est clair. C'est la justice qui a parlé. C'est un État, l'Afrique du Sud. Et donc, ces gens-là, son bouclier humain va rester devant son domicile pendant combien de temps? En Afrique du Sud, où il y a une forte population en chômage. Les gens doivent aller chercher leur pain quotidien. Au lieu de venir devant le domicile de quelqu'un qui est accusé d'avoir pris des millions de l'État sud-africain. Et l'autre chose, voyez-vous comment Thabo Mbeki a été éjecté du pouvoir et lui-même. C'est-à-dire que c'est des crises qu'il est en train de créer encore au sein de ce parti. Parce, je pense que désormais, si vous avez suivi un peu l'actualité, c'est qu'au départ, il avait presque tout le barreau derrière lui. Et aujourd'hui, finalement, beaucoup d'avocats sont sortis de ce jeu-là parce qu'ils ont compris que c'est des dossiers un peu flous et que, bon, voilà, celui-là même qui est accusé ne donne pas beaucoup de possibilités pour rentrer dans les dossiers et pour pouvoir mieux le défendre. Et Credo, finalement, on a l'impression que la lutte a commencé au sein de l'ANC même, une lutte de clan, parce qu'il a parlé tout à l'heure de l'ancien secrétaire général, et on voit également Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma, ce n'est pas le grand amour. Finalement, le problème se situe au prime abord au sein de l'ANC. Oui, mais on dirait, nous sommes en présence d'une guerre de clans, donc l'ANC aujourd'hui est émiettée. Donc il y a beaucoup de courants politiques au sein de ce parti qui ne fait pas l'affaire, la force même de ce parti. Parce que au temps de Mandela, si on vous parlait de l'ANC, la force politique que constituait ce parti, donc aujourd'hui on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que c'est la même chose. Mais les querelles intestines entre leaders ont fait que ce parti a perdu de sa valeur, de sa quintessence. Donc aujourd'hui, M. Jacob Zuma, il tient un certain courant de ce parti, M. Ramaphosa, et le secrétaire général de ce parti aussi, il tient des gens. Donc il y a déjà 3 entités de visibles. Je dis bien 3 entités ou bien 3 courants de visibles. Mais les invisibles sont beaucoup plus nombreux. Et là, les querelles au sein de ce parti même, vous avez vu depuis qu'on a dit qu'on l'a condamné, mais il n'y a pas eu de vive réaction, disons, d'une même voix au sein de ce parti. Donc c'est dire que certains voudraient le voir aller en prison, se reposer quelque part pour que le parti puisse mieux se redéfinir. Et il a 79 ans. On va passer au non, mais moi je crois que ce n'est pas une question d'âge. 79 ans, c'est déjà la sagesse. Donc la sagesse est déjà mûre. Le fait même d'avoir refusé, d'avoir défié les juges de la Cour constitutionnelle, donc il n'a pas mérité cet âge-là. Donc il n'a pas fait preuve d'une certaine sagesse et je crois que les conséquences sont là. Donc la coupe est amère, mais il doit s'efforcer de la boire. Et il ne faut pas utiliser la jeunesse de nos pays pour des cas comme ça. C'est pas logique. On se croirait dans un pays où il y a encore la dictature. C'est-à-dire que quand tu as la force,
tu avances et quand... Mais comment la justice veut t'écouter? Il faut y aller tout simplement. Tu es un citoyen ordinaire aujourd'hui, comme tout Sud-Africain. Je pense que Jacob Zuma est en train d'amener ce pays-là vers, excusez-moi, mais bon, enfin, une guerre civile si on n'y prend pas garde. Voilà, quoi. On va parler également du Mali, la France, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, a repris les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. FAMA a annoncé le ministère français des armées. Elle avait suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai. Credo Tété, la France qui reprend sa coopération, je pense que c'est vous qui aviez dit ça sur le plateau, que voilà, la France va reprendre cela. On est pour le moment en train de parler, c'est fait. Oui, et la question que je me pose aujourd'hui, faut-il s'en féliciter ou en rire? Je dis bien, faut-il s'en féliciter? Donc, c'est dire que la thèse et l'antithèse, elle est toujours là, elle est toujours d'actualité, parce que vous voyez, les déclarations de la France suite au nouveau coup d'État de M. Goïta, il y avait beaucoup plus une fixation sur la Russie. Voilà. Donc, il y avait une fixation sur la Russie, et ce que la Russie mène comme guerre froide contre la France sur d'autres champs, donc a tellement énervé la France que son président et puis la diplomatie française n'a pas su garder mot. Donc ils se sont explosés. Ils ont eu une posture et c'est une posture qui les trahit aujourd'hui. Parce que nous dire que la France va se retirer du Mali assez facilement comme ça, donc je dis non. Non, mais ça sentait une certaine hypocrisie, mais cette hypocrisie a été exposée par, disons, un énervement. Donc, c'est que la Russie, le repositionnement de la Russie sur le champ sécuritaire et puis politique du côté de Bamako n'a pas plu à la France. Et la France pensait, par travers cette déclaration, donner un signal aux autorités actuelles du Mali de se reprendre. Mais, vu, disons, le jusqu'au boutisme de M. Goïta, donc ils se sont dit, donc vaut mieux avoir une petite honte. Donc nous reconsidérons notre position parce que la France se définit en Afrique comme, disons, un vivier sécuritaire. Donc si la France quittait aujourd'hui le Mali, ce que bon nombre de Maliens ont souhaité, que la France débarrasse le plancher, mais la France a dit, si la France quittait aujourd'hui le Mali, donc c'est que la France va quitter d'autres pays et ça sera facile. Alors que la France se définit sur le plan sécuritaire à travers ses interventions dans certains pays, dans certains pays africains. Nous reviendrons sur le cas du Tchad avec le G5 Sahel. C'est tout ce qui se fait là-bas. La France a disons, ce privilège de conduire, disons, l'organisation de ce sommet et également les actions même du G5 Sahel. Donc, c'est un privilège pour la France de ne pas quitter définitivement, bien totalement le Mali, mais de faire un peu dans l'hypocrisie, dans la sournoiserie pour essayer de perdurer. Vous avez parlé de recul, de stratégie, d'hypocrisie. Peut-être c'est une stratégie justement utilisée. Eric Johnson, si c'est une stratégie, on peut dire que la France a réussi parce qu'avant de reprendre la coopération, il y a beaucoup de choses qui sont dites indubitablement. Moi, quand la France annonçait son départ du Mali, je m'étais tout simplement dit qu'il s'agissait juste d'une pression diplomatique pour faire revenir à la raison. Vous vous rappelez, hein, cela s'est passé dans plusieurs pays comme le nôtre, où en 2005, le président Faure arrivait au pouvoir et il y avait une très forte pression diplomatique pour qu'il se retire et qu'il revienne après, après des élections présidentielles. Donc, je pense que la France a utilisé cette ruse-là par rapport à Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, vous savez, c'est un militaire. C'est sur ce plateau, je disais, que ne croyez pas
en ce que ces gens-là disaient quand ils avaient pris le pouvoir et qu'ils allaient tout de suite le céder à des civils et aller s'asseoir, regarder. Non. En poussant l'ancien président à quitter le pouvoir, c'est qu'ils ont un programme, forcément. Parce que déjà, les forces politiques étaient déjà en train de chercher une porte de sortie pour le président Keïta. Mais voilà que, subitement, les militaires sont sortis pour faire le ménage. C'est pas évident. Ils ne vont jamais laisser les civils y aller de cette manière-là. Donc, je dis, les gars sont venus pour prendre le pouvoir et mettre en avant, surtout, il ne faut pas l'oublier, la situation sécuritaire dans le pays. Pour dire, nous sommes militaires, nous sommes capables de gérer la sécurité de ce pays. En laissant le pays, aujourd'hui, aux civils, c'est permettre aux djihadistes et aux terroristes là de venir s'installer petit à petit. Diriger le pays, les militaires seront au front. On le voit plus au camp Kati. C'est ce qui est surprenant, Eric Johnson. Oui, non, je dis que c'était l'emphase en ce moment. Eux, ils sont venus pour prendre le pouvoir. Ils ne sont pas venus pour vous donner le pouvoir. Attention. Mais maintenant, aujourd'hui, que cela s'est fait, mais tout le monde ne peut pas l'accepter subitement. D'où la réaction de la France pour dire non, attention, si c'est de cette manière vous voulez prendre le pouvoir, nous on se désengage totalement du Mali, surtout avec notre position que nous essayons de prendre pour vous aider, pour votre sécurité. Mais au-delà de tout, les Maliens fabriquent des armes? Non. Les armes là viennent d'où? Il faut voir ce qui se passe en Libye. La Libye aujourd'hui, il y a des répercussions, elle apporte très ouverte d'ailleurs. La porte ouverte, oui. Où passe tout ce qu'il y a comme trafic d'armes au Sahel. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, les Français savent comment les armes là arrivent et comment elles sont distribuées par ces djihadistes là et comment elles sont utilisées. Et donc, la France a des intérêts au Mali. La France ne peut pas quitter ses intérêts. Ses intérêts, ça c'est clair, il faut les protéger. Les intérêts français ne se trouvent pas seulement au Mali, c'est dans toute la zone. C'est pour ça qu'il faut avoir une force tampon pour pouvoir sécuriser les intérêts français. Donc le retour de la France, pour moi, c'est tout à fait logique. Oui, c'est voilà. une logique. Parce que on a déjà analysé l'arrivée des militaires au Mali. Oui, non, aussi, je voudrais ajouter aussi un point. La France est revenue sur sa décision juste parce que la France n'a pas eu le soutien de la CEDEAO. Parce que la France aurait voulu, la France en adoptant cette posture catégorique, envoyer un message au chef d'État de la CEDEAO. On se souvient de ce sommet à Accra. De ce sommet à Accra. Le positionnement, ou bien l'appréciation de la conférence des chefs d'État de la situation au Mali n'a pas fait l'affaire de la France. Donc voilà que la France voudrait se reposer sur la CEDEAO pour pouvoir mettre la pression sur les nouvelles autorités, disons, du Mali. Mais la France a vu que, en fait, la pression qu'on mettait, la CEDEAO
par l'entremise de la conférence des chefs d'État, n'a pas voulu suivre. Donc, qu'est-ce que la France pouvait faire? Est-ce que la France pourra encore persister dans cette logique dont la France devrait se raviser, et c'est ce qu'ils ont fait rapidement. Allez, on va marquer juste la pause. Non seulement la CEDEAO, il y a aussi les autres forces internationales comme les États-Unis et la Russie et autres, parce que tout le monde était resté dans son coin pour analyser, pour regarder ce qui allait se passer, ne pas suivre la France en ce moment où la décision avait déjà été prise. On va marquer juste la pause. On sera sevré des analyses de mes chers confrères Eric Johnson et Credo Tété. Quelques minutes seulement, on va revenir pour la suite. La pause, le journal.